Bonjour, Claire Rambaud, je suis remplaçante en médecine générale à Paris et j'ai travaillé avec le Collège de la médecine générale sur le projet EBM France que je vais vous présenter maintenant, qui est donc un des projets du pôle numérique. Donc le contexte, c'est un projet qui est né du constat que face à l'augmentation croissante des publications scientifiques, les médecins généralistes avaient besoin d'informations qui soient fiables, qui soient actualisées, adaptées à sa pratique et qui puissent être centralisées au même endroit. Et donc la volonté du collège, ça a été de mettre en place une plateforme d'information pour les médecins généralistes qui puissent répondre à ces besoins. En France, il existe déjà beaucoup de sources d'informations, mais finalement, elles sont présentées dans des formats assez divers. La qualité n'est pas toujours au rendez-vous et souvent, elle ne concerne qu'une partie du champ de la médecine générale. Donc on a étudié ce qui se faisait à l'étranger, notamment dans les pays européens et en Belgique. Et finalement, on a décidé de s'appuyer sur une base de connaissances étrangère, la base de connaissances finlandaise EBM Guidelines, pour construire cette plateforme. Donc, je vais vous présenter les 3 grandes étapes du projet. La première, c'est finalement qu'est-ce qui nous a amené à choisir cette base de connaissances étrangère, donc EBM Guidelines. La deuxième, ça a été de l'expérimenter auprès de médecins généralistes français. Donc c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Et donc je vais vous présenter les résultats de cette expérimentation. Et la troisième étape dans laquelle on est actuellement, c'est la mise en place de cette plateforme française, ebmfrance.net. Donc pourquoi avoir choisi la base de connaissances finlandaise EBM Guidelines? Donc elle est produite par la Société scientifique des médecins finlandais, qui s'appelle Duodécime. Elle est constituée d'à peu près 1000 guides de pratique clinique et 4000 résumés scientifiques qui sont spécifiquement orientés vers les soins primaires. C'est des guides qui sont validés sur le plan scientifique. Ils ont été élaborés à partir principalement des revues Cochrane et des revues de la bibliothèque d'Air. Et la méthodologie d'élaboration des guides a été accréditée par le NHS britannique. Ces guides sont actualisés régulièrement, la totalité tous les 3 ans. Et ils sont disponibles en français parce que les Belges se sont abonnés à la base de connaissances finlandaise et l'ont traduite en français et en néerlandais et ils l'ont adapté ensuite les guides au contexte local belge. Et donc actuellement, tous les citoyens belges et médecins généralistes ont accès à la plateforme, à la base de connaissances EBM Guidelines sur le site belge ebpracticenet.be. Le dernier argument pour avoir choisi cette plateforme, c'est qu'il était possible aussi d'ajouter des guides nationaux. Donc non seulement on a des guides qui sont adaptés aux soins primaires, on peut les adapter au contexte local et on peut rajouter ces guides nationaux. Donc l'année dernière, on a expérimenté le site belge auprès d'un échantillon de médecins généralistes pendant 6 mois. Et donc l'objectif, c'était d'évaluer finalement si est-ce que ce site était pertinent pour les médecins généralistes français, est-ce qu'on pouvait s'en servir pour faire un socle de départ pour la plateforme française. Donc l'objectif était d'évaluer la pertinence des réponses fournies par le site aux requêtes des médecins généralistes et d'évaluer leur satisfaction par rapport au contenu et à l'ergonomie du site. Donc pour cela, on avait réalisé 2 questionnaires. Un questionnaire qui était en ligne sur le site et qui s'activait au moment où l'utilisateur faisait une recherche et qui portait donc spécifiquement sur une requête. Et un questionnaire plus global qui évaluait la satisfaction de l'utilisateur par rapport à l'ergonomie. Donc là, on a utilisé un questionnaire standard international qui est le système Usability Scale et évaluer la satisfaction aussi par rapport au contenu. Et on a pu avoir accès au registre des connexions, qui est en fait un endroit où on peut tracer ce que fait l'utilisateur, c'est-à-dire à quelle heure, quel jour il a saisi tel mot-clé dans la barre de recherche et quel guide il a ouvert. Et ça nous a permis d'analyser un peu plus finement le comportement de recherche des utilisateurs. Donc les résultats de cette expérimentation, donc il y a 417 médecins généralistes qui se sont inscrits pour participer. Il y a 263 qui ont effectivement effectué une recherche sur le site. Par rapport au premier objectif, qui était la capacité, est-ce que le site est capable de répondre aux questions des médecins, sur les 194 questionnaires en ligne, il y a 74% des requêtes qui avaient obtenu une réponse appropriée. Pour la perception de l'ergonomie, donc on a le score du système Usability Scale qui est à 70 sur 100, qui correspond à une perception entre bonne et acceptable.
Et pour les restes des résultats principaux, on a 64% des utilisateurs qui étaient satisfaits, 92% qui trouvaient que les informations étaient plutôt fiables, et soit 92% qui souhaitaient continuer à pouvoir utiliser le site. Donc on a essayé de comprendre pourquoi certaines requêtes n'obtenaient pas de réponse sur le site. Donc pour cela, on a analysé les 50 requêtes du questionnaire en ligne et on s'est aidé du registre des connexions. Et donc sur ces 50 requêtes, il y avait dans 60% des cas, c'est parce que l'information était absente. C'est-à-dire soit il n'y avait pas de guide sur le sujet, soit il y avait un guide, mais l'utilisateur n'avait pas trouvé sa réponse. Dans 18% des cas, c'est un problème d'indexation ou de moteur de recherche, c'est-à-dire que le médecin avait rentré un mot-clé, mais qu'il n'avait pas pu retrouver de guide approprié avec ce mot-clé. Et ensuite, c'était des problèmes plus anecdotiques, soit une information qui n'était pas adaptée à la France, soit des problèmes techniques. Donc la conclusion de cette expérimentation, c'est que les résultats sont plutôt positifs et que le site bPracticeNet semble être une base de données qui est pertinente pour pouvoir construire une plateforme d'information pour les médecins généralistes français, avec des adaptations qui sont quand même nécessaires au niveau de l'ergonomie, du moteur de recherche et du contenu, c'est-à-dire adapter les guides finlandais au contexte français, mais aussi rajouter les guides nationaux. Donc actuellement, on est en phase de déploiement. Et donc, on a constitué une plateforme informatique qui s'appelle ebmfrance.net. Les différentes étapes de ce déploiement, donc déjà, on a obtenu un soutien de la CNAM pour à peu près 3 ans pour ce projet. On a mis en place la plateforme informatique ebmfrance.net et maintenant, nous souhaitons pouvoir la diffuser à l'ensemble des médecins généralistes et constituer une équipe éditoriale qui va se charger d'adapter le contenu, donc les guides finlandais, et enrichir la base de données. Il y aura un comité de pilotage qui va assurer le suivi du projet, et donc qui sera constitué de membres de la CNAM, du collège et de la HAS. C'est vrai que j'ai oublié de préciser que c'est un projet qui était financé par la CNAM, et on travaille également en collaboration avec la HAS pour tout ce qui est travail sur l'intégration des recommandations françaises. Donc pour mettre en place cette plateforme, on a essayé de tenir compte du retour des expérimentateurs, c'est-à-dire travailler sur l'ergonomie. Donc là, le site est vraiment centré sur la recherche d'informations en consultation, améliorer le moteur de recherche et adapter le contenu. Donc là, je vous ai fait quelques copies d'écran de la nouvelle plateforme telle qu'elle est disponible actuellement. Donc au niveau de la page d'accueil, on voit qu'on a une barre de recherche qui est centrale. On ne se pose plus la question de savoir où est-ce qu'il faut faire sa recherche. Il y a une fonctionnalité qui permet de sauvegarder ses guides favoris pour y accéder directement depuis la page d'accueil. Et également, on peut mettre tous ces sites personnels d'informations qu'on utilise habituellement en consultation. Antibioclic, Orphanetre, c'est un onglet qui est personnalisable. Quand on effectue une requête sur le site, le moteur de recherche propose des mots-clés qui appartiennent au vocabulaire MESH actuellement, par exemple pour éviter les fautes d'orthographe. Il y a tout un système de filtres sur la gauche qui permet d'affiner la recherche, par exemple par type de producteur. Aujourd'hui, c'est surtout Duodécime qui est le principal producteur de la base de connaissances, mais à terme, donc, on aura aussi tous les producteurs français. Et vous avez la liste des résultats qui s'affiche sous la barre de recherche et qui est triée par pertinence. Donc en premier, le moteur de recherche va chercher les documents les plus pertinents, ensuite des documents qui sont des guides, avant les résumés scientifiques, des documents qui sont des guides nationaux, avant que ce soit des guides de Duodécime, et ensuite, c'est les documents les plus récents. J'ai oublié de dire aussi, il y a tout un travail d'indexation qui est en cours de réalisation en Belgique, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur un moteur de recherche qui est multilingue pour qu'on puisse faire une recherche en français et retrouver les documents français et les documents anglais, parce que les guides de bonne pratique sont actuellement traduits en français et les résumés scientifiques sont encore en anglais. Donc on pourra faire une recherche en français et retrouver les deux types de documents. Il y a aussi tout un travail qui est fait autour de l'enrichissement des mots-clés autour des guides et un travail sur les synonymes. Donc là, c'est un guide de pratique clinique tel qu'il s'affiche sur le site. Il y a toujours écrit la date de la dernière mise à jour. Les images sont intégrées à l'intérieur du texte.
Et vous avez indiqué les niveaux de preuve, et quand vous cliquez sur le niveau de preuve, vous avez le lien vers le résumé scientifique. Une des nouvelles fonctionnalités du site, c'est la possibilité d'un système de feedback pour avoir une plateforme aussi interactive avec les utilisateurs. Le médecin généraliste, quand il consulte un guide, il peut faire un tour à l'équipe éditoriale pour faire un commentaire sur le contenu ou sur l'ergonomie du site. On a commencé donc en 2017 à travailler sur l'intégration des recommandations françaises. Donc c'est un travail qu'on effectue en partenariat avec la HAS. Et donc actuellement, on commence à intégrer des documents de la HAS au sein du site. Donc là, c'était pour vous donner un exemple. Donc en cliquant électrophorèse, le premier guide qui s'affiche, donc c'est le guide qui correspond à l'électrophorèse de la HAS et qui est le plus récent, qui date de janvier 2017. Cette plateforme qu'on propose, elle est évolutive au niveau de son contenu, parce qu'on on a comme base les documents de duodécime qui vont être progressivement adaptés au contexte français, mais donc on va l'enrichir avec des productions françaises. Il est prévu également qu'on puisse intégrer des fiches info patients, qu'on fasse le lien vers une base de données médicamenteuse. Et au niveau du moteur de recherche, donc il y a tout ce travail d'indexation qui se fait en Belgique, dont je vous ai parlé. On prévoit également de pouvoir faire une recherche sur tous les outils audiovisuels, c'est-à-dire que si on rentre acné, on puisse avoir toutes les images sur l'acné qui sont dans le site qui sortent et qu'on puisse faire une recherche par image. Et un des projets qui est en perspective, c'est de pouvoir avoir accès au site depuis le dossier médical en fait. Donc en conclusion, voilà, la plateforme est lancée, donc vous pouvez vous connecter. Et faites-nous part de tous vos commentaires pour qu'on puisse continuer à l'améliorer. Alors j'ai rajouté cette diapositive pour signifier qu'on rentrait également dans une dynamique européenne, non seulement parce qu'on a déjà un partenariat avec la Belgique, mais également avec tous les autres pays qui sont aujourd'hui abonnés à cette base de connaissances de duodécime et avec lesquels on va pouvoir travailler sur tous les processus de traduction, mais aussi d'adaptation au contexte local. Donc, si vous voulez recevoir des codes d'accès, rendez-vous sur le stand du collège ou bien connectez-vous à la plateforme ebmfrance.net. Merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions à poser sur cette présentation? Une là-bas. Vous avez un micro juste à côté de vous. Tout le monde va pouvoir vous entendre. Juste pour savoir, je viens d'y aller pendant que vous parliez. À quand l'application smartphone? Parce que du coup, c'est un peu difficile sur téléphone. Alors, l'application smartphone, tout ce qui est iPad, smartphone, c'est pas encore responsif sur ce genre d'outils, mais il est prévu que ça le soit par la suite. Pour l'instant, pas tout de suite. Déjà des demandes d'utilisateurs. Oui, d'autres questions? Vous pouvez descendre jusqu'au micro? Bonjour. Je suis médecin généraliste, mais je vais faire une remarque à la fois de médecin généraliste et de passionné de design d'interface. Merci pour votre travail, c'est hyper intéressant, et puis c'est intéressant aussi de voir qu'il y a un travail européen qui se fait autour de cette base de données. Ma première question, c'était pourquoi le développement justement des ergonomies ne se fait pas. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peu un travail en doublon dans l'histoire entre le travail. Pourquoi le travail d'ergonomie ne se fait pas en commun avec toutes ces plateformes? Toutes les plateformes européennes, vous voulez dire? Puisque normalement, il n'y a pas de spécificité d'ergonomie en termes français. En fait, on achète la base de connaissances, on s'abonne à la base de connaissances duodécime. La plateforme est réalisée par les Belges. C'est-à-dire que nous, le contenu vient de duodécime, mais la plateforme, c'est parce qu'on est en partenariat avec les Belges et qu'on partage le système de traduction. Dans les autres pays, ce n'est pas le cas. Donc, ils ont d'autres outils et pas les mêmes plateformes, donc pas les mêmes logiciels. Donc, l'ergonomie n'est pas la même. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, si, ça répond. Donc, du coup, l'ergonomie se fait vraiment en partenariat avec les Belges. Le gros travail du site a été réalisé aussi sur une analyse des retours des expérimentateurs en Belgique.
D'accord. Et deuxième question, plus sur la partie médicale. Donc du coup, vous avez travaillé avec les Belges sur la base du Haut-Décime. Est-ce qu'il y a, vous pouvez nous en dire plus sur des autres sources que vous pensez utiliser pour faire du contenu un peu plus local, un peu plus français? Alors, le contenu vient du Haut-Décime, hein, pas de la Belgique. Donc, ce contenu-là, ça vient des revues Cochrane et de revues d'Air. Je parlais de la partie justement adaptée un peu plus... un peu plus personnelle. Non, adaptée, l'intégration des un peu plus productions françaises. Un peu plus française. Oui. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore décidé. On a travaillé avec la HAS, donc ça, on intégrera des recommandations HAS. Après, il y a tout le comité éditorial qui va être constitué et qui va servir à ça, c'est-à-dire pouvoir dire qu'est-ce qui va rentrer dans le site et quels documents on estime scientifiques, comment on les tamponne pour qu'ils rentrent dans le site, quel système de validation on met en place. Et ça, c'est le travail qui reste à faire. Merci. Candel, Poitiers. Deux remarques et une question très très simple. Première remarque, d'abord, je suis toujours impressionné par nos confrères belges qui sont quand même moins nombreux que nous et qui ont toujours des idées géniales. Une deuxième qui est très importante pour notre profession, je trouve que ce qui est impressionnant dans ce projet, c'est que pour une fois, on n'a pas essayé de réinventer la poudre, mais on s'est appuyé sur des expériences autres. Et que si on arrivait à mutualiser ce genre de choses et modéliser cette idée de ne pas réinventer chacun dans notre coin les choses, on avancerait sans doute plus vite. Donc encore bravo. Question idiote, à partir de demain, on peut tous se connecter sans difficulté. Il y a un abonnement à payer ou pas. Est-ce qu'on peut diffuser l'adresse à tous nos internes et autres? Merci. Alors, vous pouvez vous connecter dès aujourd'hui. Pour le congrès, en fait, on a lancé des codes d'accès uniques. Donc, tout le monde a le même login. Donc, certaines fonctionnalités ne peuvent pas marcher puisque celles qui sont personnalisables. Et donc, vous pouvez aller sur la plateforme pendant 1 mois, le temps qu'on mette en place un système de connexion personnel. Donc, tous les médecins généralistes pourront se connecter avec la carte CPS pour recevoir des codes. Et après, ils se connecteront avec un login et un mot de passe. Et tous les internes ou étudiants pourront se connecter avec leur carte d'étudiant. Et l'accès reste libre et gratuit. Pour compléter sur le prix et l'accès, comme l'a dit Claire, les Belges ont décidé que ce qui donnait accès à la plateforme, c'était la carte d'identité belge. Et donc tout citoyen belge a droit à accéder à la plateforme. C'est pas le choix qui a été fait pour l'instant. On est sur un mode de financement CNAM. Et donc l'idée est de limiter l'accès à tous les médecins généralistes français et à tous les étudiants internes de médecine générale. D'où l'intérêt de se connecter avec la CPS aussi pour des histoires d'identification des parties. Il y a deux questions. Il y a un, identifier qui se connecte, et deux, identifier aussi que chacun puisse personnaliser sa page. Et donc ça nécessitait ce type de connexion. Même si ça ne vous inquiète pas, moi je tiens beaucoup à vous préciser que les données de connexion sont des données bien évidemment totalement confidentielles et qu'elles servent à analyser la pratique pour l'amélioration du site, mais sous un format anonymisé, et que si quelqu'un avait l'idée saugrenue de regarder sur quoi se forme quel médecin, il n'en est absolument pas question, et on s'est donné les moyens de sécurité par rapport à ça. C'est important parce que dans cette ambiance-là, effectivement, on s'est aperçu en regardant les outils de connexion que la capacité d'analyse que ça nous donnait sur le process mental du médecin qui analysait était très très riche. On tient beaucoup à pouvoir le retourner vers les médecins et surtout que ça ne se retourne pas contre les médecins. Et pour ce qui est du financement, c'est un financement CNAM sur 3 ans. Après, advienne que pourra. Bonjour, Lucie Campagné, je suis médecin généraliste à Pantin. Je vous remercie pour les améliorations que vous avez apportées au projet. Je faisais partie des expérimentateurs. J'ai juste une remarque par rapport justement au fait que vous ayez filtré l'accès au site. Enfin, je ne comprends pas très bien la justification, dans le sens où, par exemple, vous avez cité Antibioclic. C'est un site qui marche extrêmement bien en médecine générale, mais qui est d'accès libre. On est tous surchargés de codes d'accès et de login. Et je pense que ça va être un frein réel à l'utilisation de ce site, surtout que voilà, s'il s'agit de sortir sa carte CPS,
Enfin, ça posera problème. Et une dernière question. Je peux répondre à celle-là d'abord avant d'oublier ma réponse? Bien sûr. En fait, c'est ce que disait Pascal. On paye, enfin, pour vous, pour les médecins, c'est gratuit, mais actuellement, on paye une licence quand même pour avoir cette base de connaissances et on la paye par nombre de médecins utilisateurs. Et donc, l'histoire du login, c'est juste ça, c'est qu'on est obligé à un moment donné de certifier que c'est un médecin qui l'utilise, parce qu'on paye la licence à l'utilisateur. Voilà, donc ça, c'est la première raison pour laquelle il y a un login. On a quand même essayé d'améliorer ce système. La première fois qu'on se connecte, le médecin doit s'identifier avec la carte CPS et avec son lecteur, comme il le fait en consultation. Mais après, il a un login et un mot de passe qui est personnalisable et surtout qui est sauvegardé par le système. Moi, jamais je ne rentre mes codes maintenant. Je mets entrée à chaque fois et c'est automatiquement repris. Donc en fait, il n'y a plus besoin. Enfin, moi, je sais, si je connais mon code, mais je pourrais l'oublier. En l'occurrence, je travaille en centre de santé et j'ai pas de CPS en fait sur mon ordinateur. Vous n'êtes pas étudiante? Si, non, je suis médecin, mais enfin ma CPS n'est pas directement branchée sur mon ordinateur, donc c'est un peu différent comme système. Mais bon, c'est pas grave. La CPS, elle ne sert qu'une fois. Oui. Et après, c'est tout. Bon, il faut quand même se connecter avec. Et l'autre. Alors c'est mon cas aussi. Donc tous les tests qui vont être faits aussi avec ma carte, pour que ce problème soit, enfin que tous les médecins puissent se connecter, y compris ceux en centre. Très bien. Et l'autre remarque que j'avais, c'était par rapport au travail qui avait été fait au CMGF, qui avait aussi élaboré une base de recherche sur tout ce qui était recommandations en France, et comment vous voulez justement l'intégrer dans votre site, en fait, pour que tout leur travail déjà de compilation puisse être utilisé sur votre base. La base du CMGF, vous dites? Non, SFMG. C'est le DRC. Le DRC, ouais, tout ça. Ok, les résultats de consultation. Non, pas les résultats de cartes de consultation. Ils ont également fait un outil où on a justement par thématique toutes les recommandations en fait qui sont actuelles, que ce soit la HAS, la SFAR, enfin aussi les sociétés savantes. Et donc je me demandais comment vous pouviez aussi les utiliser. Alors la SFMG peut faire partie déjà des personnes qui peuvent intégrer des données dans le site. Ensuite, c'est des personnes, par exemple Philippe Zidon, qui est président de la SFMG, je vois qu'il s'est levé, ex-président, pardon, qui fait aussi partie du pôle numérique, donc il connaît bien le projet. Donc ça, c'est des problématiques auxquelles on va être confronté avec tous les autres producteurs qui sont adhérentes au collège. Donc c'est des problématiques à réfléchir, effectivement, pour pas qu'il y ait des doublons partout, et encore une fois, qu'on se retrouve avec beaucoup de plateformes. Alors, en fait, tu poses la question de l'accès à la base de connaissances par une terminologie. Donc, ça, c'est le dernier étage de la fusée, a priori. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la terminologie permettra, au lieu de rentrer dans la zone de recherche un terme mèche ou une requête en texte libre, on pourra attaquer directement la base de connaissances à partir des codes générés par une terminologie à l'intérieur du dossier médical. Et pas que ça d'ailleurs, avec un regroupement de variables qui appartiennent aux patients. Disons que dans les étapes du projet, notre première étape a été clairement d'intégrer la base de connaissances originelle, entre guillemets, de 2 décimes, et dans un premier temps de légitimité de travailler avec la Haute Autorité de Santé, parce que c'est elle qui, en France, est légitime pour travailler sur les recommandations. C'est sûr qu'immédiatement après se pose la question d'intégrer tout ce qui est produit en France sur le même. Il y a 3 questions qui se posent. La première, c'est l'intérêt scientifique et la validité scientifique, mais ça, c'est assez simple à définir. Le deuxième, c'est le transcodage des actions derrière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre comme mots-clés en face pour pouvoir retrouver facilement ces documents. Et le troisième aspect, c'est ce qu'on vous a montré, c'est un modèle ergonomique unique de documents de manière à ce que ça soit valide et lisible en consultation. Donc ça veut dire que chaque document qui va être intégré dans le site, que ça soit une recommandation HAS, que ça soit un produit de ce que peuvent faire les sociétés savantes en France, ou on l'a vu ce matin, avec le document sur le risque cardiovasculaire, et ben tout ça va passer à la moulinette, entre guillemets, des spécifications, de manière à avoir une unité d'information. Mais l'idée, c'est d'avoir un train totalement ouvert dans lequel on va rentrer le plus de wagons possible pour qu'on arrête effectivement la balkanisation dont on parlait tout à l'heure.
faut qu'on y aille, dit Hector. Donc je vais passer la parole à Hector Falcoff qui va vous présenter le projet PEPS. Et puis remercier quand même au passage, parce que Claire ne les a pas cités, nos amis de la société IVS qui sont venus de Belgique pour nous voir et qui sont la cheville ouvrière technique du projet. Et je peux vous assurer que le soutien informatique